maintenant un peu de structure de l'économie mondiale. Donc, quels sont les gros joueurs? États-Unis, avec sa banque centrale et sa devise, sont les piliers incontournables, là, évidemment, de l'analyse de conjoncture lorsqu'on regarde les marchés mondiaux. Et même quand on fait l'analyse pour notre propre pays, il faut toujours tenir compte de ce qui se passe là parce que les fluctuations et en général, là, ce qui se passe au niveau de la Fed et du dollar américain vont avoir des ramifications internationales. Ensuite, euro, zone euro en général, donc les banques centrales européennes. Il faut suivre ce qui se passe là parce que leur économie et leurs devises sont aussi d'une importance systémique internationale, moins que l'USD, mais très important quand même. Okay? Ensuite, la Chine, quand même, un petit peu. Le yuan moins, mais la Chine en général, parce qu'elle contribue beaucoup à la demande mondiale, surtout en ressources naturelles. Donc, c'est non négligeable. Et finalement, le Japon. Okay, donc, le Japon et le yen et la Banque centrale du Japon. Donc, la Bank of Japan. Eux, ce sont des piliers incontournables là, de l'économie mondiale. Lorsqu'on fait de l'analyse économique là, de conjoncture, on suit un peu ce qui se passe dans ces pays-là, dans ces régions-là. Ensuite, quelles sont les caractéristiques générales là, de l'économie mondiale? Au niveau structurel, il y a des phénomènes démographiques fondamentaux, n'est-ce pas? Donc, la démographie est vieillissante dans tous ces pays-là, d'ailleurs. Même en Chine, contrairement à la croyance populaire, c'est juste qu'en Chine, ils ont encore beaucoup de gens qui peuvent être absorbés par le marché du travail. Donc, même s'ils sont vieillissants, le nombre de personnes qui travaillent augmente beaucoup. OK? Mais c'est surtout ces trois-là. Ils ont une démographie vieillissante et le Canada aussi, plusieurs pays industrialisés aussi. OK? Et donc ça pèse à la baisse sur la croissance en général et ça augmente les taux d'épargne des ménages parce qu'il y a une plus grande partie des gens qui ont entre 50 et 65 ans. Et ces gens-là veulent épargner plus parce qu'ils approchent de la retraite. Et donc ça a des implications sur le prix des actifs. Donc le prix des actifs est élevé. Prix des actifs élevés, actifs boursiers, actifs immobiliers, etc. Donc les prix des actifs sont élevés en général, à la fois parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent les acheter, ces actifs-là, au niveau domestique dans les pays industrialisés et au niveau international en général, ils veulent acheter des actifs dans les pays industrialisés. Et il y a des inégalités de revenus importantes. Et ça aussi, ça génère plus de fonds dans les marchés mondiaux. Okay? Parce que les riches, lorsqu'ils reçoivent plus d'argent, ils font juste directement acheter des actifs. Et parce qu'il y a des prix des actifs élevés, bien, les rendements, en général, les rendements espérés sont faibles parce que le prix des actifs est élevé. Donc, les rendements sont bas. Donc, prix élevé, et les rendements espérés sont faibles. OK? Faibles. Et les taux d'intérêt en général, là, lorsque vous regardez là, depuis 40 ans, donc les rendements sur les obligations fédérales à 10 ans, par exemple, qui est un classique, là, ça s'en va constamment vers le bas. Okay? Donc la tendance là, est clairement à la baisse. Donc les rendements espérés sont faibles. Donc les gens, évidemment, ils cherchent du rendement, n'est-ce pas? Ensuite, il y a beaucoup d'interconnexions. Donc interconnectés, là, je ne sais pas comment dire, là, interconnectés. Un monde interconnecté. Donc, il y a les chaînes de valeur. Donc, les chaînes de production sont interconnectées. Tous les produits proviennent d'assemblages, de pièces qui viennent d'autres produits, ceux-là même proviennent de ressources naturelles provenues d'autres pays. Il y a de l'exportation, réimportation, exportation, réimportation. Énormément d'interconnexions à la fois réelles, donc au niveau des biens et services, du travail, et financier. Donc, il y a beaucoup de flux financiers entre les juridictions et le travail se promène de plus en plus, là, et le capital encore plus, c'est-à-dire les entreprises déménagent de plus en plus et les gens peuvent envoyer leurs capitaux financiers, évidemment, d'un pays à l'autre de plus en plus facilement. Donc, un monde très interconnecté avec du commerce intra-branche
commerce à l'intérieur des mêmes branches. Très fort, intra-branche. Donc, une grosse partie du commerce mondial, c'est du commerce intra-branche, donc à l'intérieur de la même branche. Donc, exemple, une compagnie d'aviation a un partenaire qui produit des turbines ou des, je sais pas, là, des moteurs d'avion dans un autre pays. T'sais. Et elle importe des pièces, donc les turbines ou les moteurs d'avion, de cet autre pays-là. Elle l'assemble dans son avion et elle exporte cet avion-là ailleurs. Donc, ça, c'est du commerce à l'intérieur de la même branche. Des pièces, etc. C'est très, très fort maintenant. Ensuite, en général, les États-Unis sont gros importateurs, l'Asie est gros exportateur, l'Allemagne est gros exportateur, l'Asie, surtout la Chine, mais même le Japon, mais surtout la Chine, gros exportateur. L'Allemagne encore plus, gros exportateur par rapport à son PIB, exportation nette. Là. La Suisse aussi, gros exportateur par rapport à son PIB en termes relatifs. Et donc, il faut comprendre un peu ces éléments-là. Donc, il y a des phénomènes de démographie, la productivité, la croissance de la productivité est plus faible qu'elle ne l'était avant. Donc, ça aussi, là, ça suit un peu d'ailleurs les rendements à la baisse. La croissance de la productivité est plus faible dans les pays industrialisés. Ensuite, tout ce qui est technologie et l'économie digitale en général, et l'économie de partage, en guillemets, de partage, mais c'est du commerce, mais donc Airbnb, Uber, toutes ces affaires-là. Là. Donc, ça provient des technologies puis des innovations. Il y a eu beaucoup une montée de ça, évidemment. Et donc, le portrait se complexifie, mais en gros, c'est ça. Et les plaques tournantes, c'est ceux-là. Donc, la Chine et l'Asie en général produisent beaucoup, exportent. Les États-Unis, il y a un surplus d'épargne mondiale en général, dans le monde entier. Là, il y a un surplus d'épargne. Et donc, les gens stationnent leur épargne en surplus dans les actifs. Donc, ça fait des prix élevés et des rendements faibles, parce que les deux vont en sens opposé. Il y a de fortes inégalités de revenus en général à l'intérieur des pays industrialisés et à l'intérieur des pays pauvres aussi, encore plus d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est l'espèce de structure générale de l'économie mondiale. Et les gros moteurs, évidemment, de l'économie mondiale sont ces quatre-là, donc en général. Et les facteurs démographiques affectent surtout ces États-Unis, Euro, Japon le plus. L'Allemagne est très affectée spécifiquement par les facteurs démographiques. Okay? Et donc ça fait qu'il y a des pressions à la baisse sur le nombre de personnes qui travaillent. Et donc, ça met des pressions à la baisse sur le PIB. Et donc, ça engendre évidemment le PIB qui croît à une vitesse moins rapide, les rendements plus bas, les facteurs démographiques et les crises répétées de 2008 et 2020. Tout ça a engendré des problèmes de dette publique, évidemment. Okay. Donc, dette gouvernementale en hausse. Je ne dis pas qu'il y a des problèmes chroniques, là, mais en tout cas, ça a augmenté beaucoup, ça c'est clair. Et évidemment, on pourrait rajouter, ça c'est très structurel, mais des problèmes assez évidents à certains niveaux là, dans tout ce qui est environnement écologique. Là. Donc, l'état des océans, le climat, l'utilisation d'eau, donc la consommation d'eau et la disponibilité d'eau potable, et les désertifications dans certains secteurs, les températures, bon, ainsi de suite. Là. Donc, tout ce qui est environnement, écologie. Là. Mais ça, je ne le mets pas là parce que ce n'est pas tout à fait économique. Là. Mais la structure de l'économie mondiale, voilà, c'est un peu ça. Et évidemment, on pourrait rajouter, évidemment, des phénomènes politiques, donc montée un petit peu identitaires. Donc, il y a des extrêmes, il y a plus de tensions entre les factions progressistes, conservateurs, etc. Et ça aussi, il faut savoir au moins suivre ça un petit peu. Et je dirais qu'il y a des montées de tensions géopolitiques aussi. Okay? Donc, entre les grandes puissances, donc États-Unis, Chine, entre autres, là, il y a des montées là, de tensions entre ces grandes puissances-là. Donc, est-ce que c'est alarmant? Je ne sais pas, mais il faut suivre ça un petit peu au moins, là, être au courant de ce qui se passe un petit peu. Okay? Parce que ça peut déclencher, évidemment, des fluctuations, surtout financières importantes. Là. Donc, au niveau conjoncturel, il faut toujours se tenir un petit peu au courant là, de la géopolitique
internationale et de la politique domestique aussi là, dans les économies qui vous intéressent. OK?